Bienvenue dans le mini-mag de la lettre de l'acheteur et au sommaire de cette émission. On commencera par les principales actualités du secteur agricole et des matières premières et puis ensuite l'interview avec Arthur Portier du cabinet Agritel et puis le point boursier sur deux matières premières agricoles. Mais d'abord donc au niveau des actualités, cette sécheresse qui perturbe les semis de maïs en Argentine avec un climat argentin qui est très sec depuis des semaines, qui ralentit l'avancée des semis de maïs précoce, le troisième plus grand pays exportateur du monde, l'Argentine. Eh bien, le maïs précoce ne devrait représenter que 10% du cycle 2022-2023 dans les principales zones de production du pays. C'est le niveau le plus bas depuis 10 ans. Le maïs tardif, dont les rendements sont plus faibles, prendra le relais en fin d'année pour d'autres superficies. L'Argentine est le quatrième plus grand producteur de maïs au monde et le troisième exportateur après les États-Unis et puis son voisin, le Brésil. Et une inflation également au niveau des engrais, puisque les prix des engrais ont sapé le moral de nombreux agriculteurs depuis plus d'un an, un peu partout dans le monde. Une lueur d'espoir se dessine, puisque certains prix sont en train de décroître, notamment le prix de la potasse qui profite d'un accroissement de la production au Canada. On a également les prix du DAP qui ont fléchi, un engrais qui valait $1000 la tonne il y a quelques mois en Inde et qui est descendu maintenant à $680, donc une baisse de 30%. Mais toujours un point noir au niveau des engrais, c'est celui du prix des engrais azotés, l'urée et le nitrate qui ne baissent pas parce qu'ils sont liés au prix du gaz et le prix de l'énergie toujours très haut, des prix difficiles à supporter pour beaucoup d'usines européennes qui ont ralenti ou arrêté la fabrication de ces fertilisants. Et en Espagne, une baisse prévue dans la production d'amandes cette année. La baisse de production est principalement attribuée aux dommages causés par le gel qui s'est produit au niveau du mois d'avril et qui a encore un impact. Les températures étaient descendues jusqu'à -5% dans certaines zones de culture clés du nord du pays. Et la production dans les zones du sud n'a pas été affectée. Mais en plus du gel, eh bien, la sécheresse et les maladies fongiques ont entravé la production les mois qui suivent et notamment l'été, selon l'organisme en charge qui est le département de l'agriculture des États-Unis. Tout de suite, on retrouve l'interview du mini-mag de l'acheteur, c'est avec Arthur Portier. Et c'est l'heure de l'interview de la lettre de l'acheteur avec aujourd'hui Arthur Portier, spécialiste des matières premières agricoles et consultant chez Agricole. Bonjour, chez Agritel. Bonjour Arthur. Alors on commence forcément cette interview par parler des récoltes ukrainiennes, de la situation en Ukraine. Au niveau du chiffrage de la perte de récolte de blé, de la hausse des prix, quel est le bilan que l'on peut faire 9 mois après le début de la guerre ? Alors, il y a beaucoup d'incertitudes encore sur la partie ukrainienne, évidemment, et la partie russe. Au-delà de la production, que ce soit pour le blé, le maïs ou les autres matières premières, c'est davantage les exportations qu'il faut regarder. Et dans les exportations tout grain, nous étions, avant le début du conflit, sur des exportations à plus de 6 millions de tonnes. Il s'avère qu'en plein boom du conflit, en raison des blocages logistiques qu'il y a pu avoir, nous sommes tombés sous le million de tonnes, ce qui a engendré au 16 mai le pic sur les marchés mondiaux des prix du blé à plus de 430 € la tonne. Et depuis l'accord notamment du corridor qui a été signé début août, nous avons une reprise des exportations tout grain de par la mer Noire, des 3 ports concernés par cet accord. Et sur le mois de septembre, nous sommes aux alentours des 5 millions de tonnes exportées, que ce soit par voie maritime ou par voie terrestre. Donc on a quand même une amélioration aujourd'hui de cette logistique qui a permis une détente des prix. Maintenant, on le sait, ce corridor prend fin au 22 novembre et il reste encore beaucoup d'incertitudes sur la poursuite ou non de cet accord. Oui, c'est ça, on va revenir sur ce corridor. Alors, est-ce qu'il fonctionne de manière optimale et quelles sont les perspectives que vous vous donnez après le mois de novembre? Qu'est-ce qui va se passer sur les exportations de céréales au niveau de l'Ukraine ?
Alors pour ce qui est de manière optimale, c'est difficile de juger aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 8 millions de tonnes qui, depuis début août, ont transité via les ports de la mer Noire. Donc c'est quand même pour l'heure une réussite. On le voit sur le graphique, on a une certaine amélioration quand même des flux depuis plusieurs mois. Maintenant, il y a encore beaucoup d'incertitudes puisqu'aujourd'hui, les acheteurs internationaux peinent à prendre de nouveaux contrats au départ de la mer Noire, alors même qu'on ne sait pas si ce couloir de sortie des grains va perdurer. Et ça, ce sont entre guillemets les Russes, les Nations Unies, les Turcs et les Ukrainiens qui sont en pleine négociation pour pouvoir continuer à sortir du blé, à sortir du maïs et aussi d'autres produits par ces trois ports-là. C'est nécessaire aujourd'hui pour l'équilibre des marchés au niveau mondial. Et alors, il y a forcément d'autres pays qui ont pris aussi la relève, alors que l'Ukraine avait des difficultés à exporter. Quels sont les pays qui ont remplacé l'Ukraine dans la fourniture de blé au niveau mondial ? Alors, les autres pays exportateurs qui ont pris un petit peu le pas sur l'Ukraine, on peut parler principalement de l'Europe et surtout de la France, puisque la France a eu un rythme sur juillet et août notamment, donc sur la période estivale, particulièrement élevé dans les exports à destination des pays tiers. Nous avons fait un mois d'août à plus de 1,6 million de tonnes, c'était quasiment un mois record, et donc on a pris beaucoup d'avance actuellement sur notre campagne export qui se terminera en juin prochain. Maintenant, on voit, ça s'est un petit peu calmé sur les mois de septembre et les mois d'octobre, puisque justement les volumes au départ de la Russie et de l'Ukraine sont revenus sur le devant de la scène. Maintenant, on peut dire qu'aujourd'hui, la France a joué son rôle, en tout cas de fournisseur de blé au niveau mondial sur la période estivale pour essayer de calmer un petit peu la tension qu'il y avait sur les marchés mondiaux. Et aujourd'hui, ce sont grâce à la filière française, aux opérateurs français et aux agriculteurs que l'on a pu, grosso modo, acheminer du blé vers des pays qui en ont besoin. Alors c'est vrai qu'on va revenir après sur la récolte française, notamment des céréales. Mais alors quelle détente ça a joué quelle détente a eu lieu sur les prix, cette reprise des exportations ukrainiennes, et au bout de combien de temps ça va se répercuter aussi sur les prix dans les magasins ? Alors, nous avons eu déjà une hausse des prix l'an passé, c'est-à-dire sur la période grosso modo juillet, août, septembre 2021 pour des raisons plutôt climatiques avec ce qui se passait sur le Canada et les États-Unis, notamment avec un déficit hydrique. Il s'avère que au plein pic du conflit, c'est-à-dire au 16 mai, les prix ont dépassé les 430 € la tonne. Et dès lors qu'on a commencé à parler du corridor, les prix se sont un petit peu essoufflés pour revenir proche des 300 € la tonne sur Euronext, avant de remonter dans une fourchette 350 sur fond d'incertitude de cette poursuite ou non du corridor. Donc si le corridor s'arrête demain, il y a fort à parier que les marchés des matières premières agricoles regagneront en fermeté, et si le corridor est réétabli pour quelques mois, voire quelques années supplémentaires, là auquel cas on pourrait avoir une légère détente des prix, mais aujourd'hui le bilan mondial reste quand même globalement tendu. Et c'est ça, tout va dépendre des négociations. Est-ce que vous regardez d'autres céréales en difficulté ? Alors aujourd'hui, il y a le blé, évidemment, c'est un marché dont on parle beaucoup parce que c'est un produit qui est échangé et c'est la base de l'alimentation dans bon nombre de pays. Mais lorsque vous regardez par exemple le maïs, aujourd'hui on a une récolte française qui a été catastrophique, aux alentours des 10 millions de tonnes. Nous avons au niveau européen en général une production de maïs pareil qui va être vraiment relativement faible, proche des 50-51 millions de tonnes, puisque la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie ont aussi souffert du déficit hydrique. Donc au final, on va avoir une tension sur le marché du maïs qui va s'ajouter à cette tension sur le marché du blé. Et pour les fabricants d'aliments du bétail aujourd'hui qui doivent choisir entre tel ou tel produit, on s'aperçoit que tous les produits aujourd'hui sont sur des niveaux de prix qui sont particulièrement élevés par rapport à l'historique. Donc le maïs a aussi une situation compliquée aujourd'hui en termes de bilan. Et quelles conséquences des événements météorologiques tirez-vous déjà on ne connaît pas encore à la fin de l'année, mais on a eu quand même de nombreuses catastrophes cette année, les inondations en Australie très récemment, les sécheresses aux États-Unis, les incendies aussi. Quel est le bilan que vous tirez ? Les matières premières, évidemment, sont dépendantes des conditions pédoclimatiques. En Australie, il y a deux sons de cloche. Il y a l'ouest de l'Australie où ça se passe plutôt bien, et il y a l'est qui est sous les eaux, notamment le Victoria et le New South Wales, qui représentent ces deux États aux alentours des 40% de production de blé et 40% des productions d'orge. Donc automatiquement, on s'attend à des pertes quantitatives et qualitatives, sachant que la récolte est imminente. Elle devrait avoir lieu dans les tout prochains jours. Donc ça, c'est un phénomène qui pèsera sur la qualité, mais aussi peut-être sur la quantité. On s'attendait à une
excellente récolte à plus de 30 millions de tonnes en Australie, elle est remise en cause et on s'aperçoit évidemment que les phénomènes météo sont de plus en plus importants. On en parle sur le blé là en Australie. Aux États-Unis, on a eu un déficit hydrique sur la partie des maïs qui fait que la production va avoisiner les 355 millions de tonnes contre 380 millions de tonnes l'an dernier. On a eu les inondations au Pakistan qui vont affecter la production de riz. Donc on le voit et on le sait, c'est pas enfoncer des portes ouvertes que de dire que les événements météo sont de plus en plus importants, de plus en plus violents et conduisent à des variations de marché extrêmement importantes depuis plusieurs semaines maintenant, puisque ça joue sur l'offre et la demande au niveau mondial. Et est-ce qu'on observe des phénomènes de délocalisation, relocalisation de production de céréales ou même d'autres matières premières agricoles suite à ces événements qui deviennent très fréquents dans une zone et donc on veut relocaliser ? Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'on ne produit pas tout partout et tout le temps. Certains l'oublient, mais aujourd'hui, on ne peut pas planter, par exemple, du blé dur dans le nord de la France. C'est compliqué parce qu'il y a des conditions pédoclimatiques qui dépendent de ce produit-là. Donc, ne pouvant produire tout partout et tout le temps, il faut adapter, nous, agriculteurs, évidemment, nos productions à nos sols, à l'agronomie, au climat, etc. Et donc, ça rend, une nouvelle fois, les éléments compliqués. Et c'est ce qui explique que vous avez, notamment en termes de blé, vous ne pouvez pas en produire au centre de l'Afrique, par exemple. Et c'est ce qui explique qu'il y a toujours plus d'échanges aujourd'hui sur les marchés des matières premières agricoles et qu'il va falloir continuer à investir dans la production chez les principaux exportateurs puisque les acheteurs internationaux, pour bon nombre, ne peuvent pas produire. Donc, les échanges resteront extrêmement nombreux. Oui, ça reste une nécessité. Retour en France justement, où on commence à voir les chiffres de cette récolte de blé. En tout cas, l'été s'est bien passé, c'est ça ? Alors, la récolte de blé a été très hétérogène, avec sur le nord, grosso modo, les zones nord, une production qui s'est plutôt bien passée, avec des rendements dans la moyenne, voire moyenne plus. Par contre, sur la région sud-ouest, Charente, etc., ça a été très problématique, donc vraiment une hétérogénéité forte. On n'est pas sur les 35-36 millions de tonnes habituelles, on se rapproche plutôt des 33,5 millions de tonnes de production. Donc, on n'a pas des disponibilités exportables qui sont colossales. Avec le rythme que l'on a eu depuis le début de campagne, on le voit, on va devoir calmer un petit peu cette dynamique export. Elle s'est calmée toute seule parce que les origines mer Noire sont revenues sur le devant de la scène, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la France ne pourra pas à elle seule fournir l'ensemble et répondre à la demande de l'ensemble des acheteurs internationaux. Et en France, on s'inquiète aussi d'une éventuelle pénurie d'huile de tournesol. Là aussi, en Ukraine, qui est un exportateur, les exportations sont notamment touchées par des frappes russes encore très récemment. Alors, la pénurie de l'huile de tournesol, on en l'a connue l'an dernier. Certains ont fait des stocks et se retrouvent désormais avec des stocks relativement importants. Il faut dire qu'en France, on a des stocks aujourd'hui d'huile de tournesol. Maintenant, c'est vrai que l'Ukraine, c'est 53% des exportations d'huile de tournesol au niveau mondial. Donc, dès lors qu'il y a un souci dans le pays, automatiquement, ça se ressent sur les flux mondiaux. Il s'avère qu'aujourd'hui, la récolte de tournesol en Ukraine ne sera pas proche des 17,5 millions de tonnes comme ça a été l'an passé, mais on sera plus proche des 10 millions de tonnes, puisque en plus des semis qui ont été compliqués, on a une récolte aujourd'hui qui est rendue difficile par les pluies, donc un gros retard dans la récolte. Et évidemment, on a toujours des bombardements qui sévissent dans le pays, qui rendent la logistique et autres compliquées. Donc oui, il y a une tension aujourd'hui sur le marché du tournesol. Les Européens ont augmenté les surfaces l'an passé. Malheureusement, cette hausse des surfaces a été annulée par une baisse significative des rendements avec un été très sec. Et est-ce qu'on a d'autres risques de tension sur des matières premières ? Alors, c'est toujours difficile de parler de tension. On a, au niveau français, on est quand même relativement indépendant grâce à une agriculture qui est encore relativement forte. Maintenant, on entend beaucoup parler du riz à l'heure actuelle. Alors, difficile de dire s'il y aura pénurie ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de prix aujourd'hui, lorsque vous regardez les bilans mondiaux, les principaux exportateurs ne sont pas épargnés par les incidents climatiques. Vous avez notamment l'Inde qui a eu des fortes chaleurs. Vous avez le Pakistan qui a eu des inondations. Vous avez les États-Unis dans les zones de production où le déficit hydrique a été particulièrement marqué. Et donc, des stocks mondiaux qui sont relativement faibles, un besoin en Europe d'import, puisque les Italiens qui généralement nous fournissent aussi du riz ont été en proie à une certaine sécheresse ces dernières semaines. Donc il y a une véritable tension sur ce marché-là. Difficile maintenant de dire s'il y aura pénurie ou non. Ce qui est sûr, c'est que les prix aujourd'hui liés à l'inflation, liés à l'énergie, etc., resteront élevés. Oui, c'est-à-dire que cette hausse de prix, vous ne la voyez pas décroître, elle est acquise en quelque sorte et on ne reviendra jamais en dessous.
Au-delà des phénomènes macroéconomiques et notamment de la récession qui peut avoir lieu dans les prochaines semaines, lorsqu'on regarde les bilans des matières premières agricoles, on a quand même une tension aujourd'hui qui justifie une hausse des prix. Maintenant, attention, cette tension-là, elle n'est pas seulement sur les matières premières agricoles, qui représentent généralement une part infime dans le prix final et dans le produit fini. C'est bel et bien la hausse combinée du secteur énergétique, gaz, électricité, des matières premières agricoles, des salaires, de l'inflation en général, qui explique cette hausse des prix aujourd'hui de l'alimentation pour les Français, mais ce n'est en rien seulement la matière première agricole. Et oui, il n'y a pas qu'une seule raison. Merci beaucoup Arthur Porty d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant chez Agritel. Merci beaucoup. À bientôt. Et on fait maintenant un point bourse sur deux comos. C'est avec Mathieu Driel, senior market analyst chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Et on commence avec le canola. Bonjour. Oui, le canola qui a subi au courant d'été, comme un peu toutes les matières premières agricoles, une très très forte correction initiée par ce double sommet réalisé après un plus haut historique à 1219. Le mouvement a été donc très très violent. Il semble en tout cas avoir trouvé une sorte de point bas sur le support à 766. Les cours sont en effet sortis par le haut d'un biseau descendant. Un biseau descendant, c'est en analyse technique une figure de fin de mouvement. Donc ici, ça serait une fin de mouvement baissier. Il faut noter que les cours, en fait, s'étaient approchés du très fort niveau de support à 695. C'est vraiment ce niveau-là qui conditionnait une éventuelle reprise de la dynamique haussière. Les acheteurs se sont manifestés un petit peu avant et on commence à avoir de nettes réactions haussières. Le point à surveiller en tant que résistance, c'est le sommet du biseau. Aux alentours des 913, si ce niveau était franchi, on aurait probablement une reprise de la tendance haussière vers le gap haussier puis la résistance à 1083. On n'en est pas encore là, il faut surveiller 913. Alors le reprise de la tendance haussière ne sera pas forcément quelque chose d'extrêmement dynamique. Une dynamique haussière peut se prolonger pendant longtemps à des rythmes généralement un peu moins soutenus que les phases de correction. Et la deuxième matière première agricole, c'est le soybean oil. Oui, l'huile de soja qui, après le test de la résistance à 87,65, a elle aussi effectué une très nette correction, revenant au cours de l'été à proximité d'une zone de support fort entre 55,30 et 49,60. Cette zone, elle est renforcée par la moyenne mobile à 100 semaines ascendantes, par un ratio de 50% de Fibonacci. Et les acheteurs sont revenus progressivement, se sont pas précipités et les cours ont pris le temps de consolider à l'intérieur d'un rectangle horizontal. Ce rectangle a défini un autre support intermédiaire à 60,75 et les cours sortent par le haut de cette figure cette semaine. C'est un signe tout simplement d'une éventuelle reprise de la tendance de long terme. Si cette tendance de long terme elle est confirmée par le débordement de la résistance à 74,51, ça sera de nouveaux sommets au-delà de 87,65 qui devraient être anticipés à horizon moyen terme. L'huile de soja, en tout cas, retrouve certaines couleurs. Merci beaucoup Mathieu Driel pour la présentation de ces deux analyses. C'est la fin de ce mini-mag de la lettre de l'acheteur. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.